そこで見ててくれ。これが俺のけじめだ。Bonjour et bienvenue sur la seconde vidéo de ma chaîne et seconde vidéo sur Eren, même si en fait je ne vais pas parler que de lui et que vous pouvez voir en fait cette vidéo de manière indépendante comme une analyse de l'épisode 5 de la saison finale, Déclaration de guerre. A l'origine d'ailleurs, je voulais faire une seule vidéo et ce que je vais dire là devait se trouver dans la vidéo précédente, sauf que en sélectionnant les extraits que je voulais mettre dans le montage pour illustrer, j'ai découvert de nouvelles choses et j'ai eu envie d'en parler, je me suis fait emporter comme ça. Donc toute la partie sur la propagande est en fait improvisée. En tout cas, je vais commencer de manière similaire à la fois précédente, où pour rappel, j'avais comparé Eren Yeager à Keith Shadis. Cette fois-ci, je vais le comparer à Reiner Braun. Pour cela, je vais revenir en arrière de 2 épisodes, donc l'épisode 3 de la saison 4, épisode dans lequel on en apprend plus sur le passé de Reiner, et pourquoi il s'est engagé, et pourquoi il est devenu guerrier. Reiner est né d'une union illégale entre une mère eldienne et un père Mar. Sa mère lui a raconté qu'ils ne pouvaient pas se voir à cause de leur différence de race, laissant entendre que le père ne souhaitait pas cette séparation. Reiner ainsi décide de s'engager afin de devenir citoyen d'honneur Mar, et donc de pouvoir retrouver son père. C'est comme ça qu'il persévère et devient l'un des 7 guerriers, ce qui lui permet d'être reconnu comme Mar malgré son sang eldien. Il croit que cela va lui permettre de vivre avec son père, mais quand il le retrouve, ce dernier le rejette. Il a même peur de lui et croit que c'est une machination destinée à révéler sa liaison illégale. Et cela survient juste avant que Reiner quitte son camp pour partir en mission sur Paradis. Il n'a alors, à ce moment-là, plus aucune raison de se battre. Tous les efforts qu'il a menés depuis qu'il était petit sont réduits à néant. Il s'est donc sacrifié des années pour rien. Il va continuer de se sacrifier puisqu'il est embarqué pour une mission qui va peut-être lui coûter la vie. Alors, au lieu de reconnaître cela, ce qui serait beaucoup trop douloureux pour lui, il va se raccrocher à un espoir, celui de sauver l'humanité et de rendre fier à la fois son peuple et sa mère. Mère pour laquelle d'ailleurs il va se battre malgré le fait qu'elle lui ait menti en lui cachant que son père ne voulait pas de lui. Là encore, c'est trop difficile d'accepter que sa mère lui ait menti et qu'il ait construit toute sa vie à partir de ce mensonge. Mais après tout ça, c'est pas si grave si à côté il sauve le monde. Ses malheurs c'est pas grand chose, il peut devenir un héros. C'est ça qu'il se dit Reiner à ce moment-là. Et finalement, parmi les 4 enfants qui partent sur l'île de Paradis à ce moment-là, chacun avec leur propre motif, Reiner est le plus aveuglé et le plus motivé à mener la mission à bien, coûte que coûte, parce qu'il a vraiment besoin d'être ce héros. Et au moment où il défonce l'entrée des murs, il est complètement inconscient de toutes les victimes qu'il va faire, il ne se demande même pas si c'est bien ou si c'est mal, il ne se pose pas de questions parce qu'il a besoin d'être ce héros. Ça n'est pas négociable. Tout ça c'est fondé sur un traumatisme. Traumatisme qu'il ne veut pas découvrir. Donc il préfère s'enfoncer dans ce rôle-là à fond. Le point commun que Reiner a avec Eren, il est là justement. Parce que Eren, lui, a été traumatisé par la mort de sa mère. Et donc lui aussi s'est inventé une histoire pour calmer son traumatisme et pour se consoler de ce moment où il n'a pas pu sauver sa mère, où il s'est senti complètement impuissant. Et bien pour compenser, il se dit maintenant je vais devenir tout puissant, je vais exterminer tous les titans, ce qui lui permet de finalement dire oui non mais c'est pas si grave, pareil, c'est pas si grave parce que maintenant ça va plus arriver, ça va plus jamais arriver, plus personne va souffrir parce que je serais trop fort quoi. Et c'est parce que tous les deux ont voulu jouer le rôle de héros qu'Eren finira sa discussion avec Reiner par « On est pareil, toi et moi ». Mais alors justement, venons-en à cette discussion, parce que c'est de ça que je voulais parler à la base. C'est donc dans l'épisode 5, Déclaration de guerre, et Eren s'apprête à attaquer le camp de Revelio. Pourtant, il est étrangement calme. On ne voit aucune marque d'agressivité, ni de peur sur son visage. Eren demande justement à Reiner pourquoi sa mère est morte.
Et il ne faut pas voir là-dedans de la cruauté. Ça ne fait pas partie d'un plan machiavélique d'Eren pour se venger. Il ne cherche pas à faire mal à Reiner, il ne cherche pas à le culpabiliser juste avant de l'attaquer. Non, c'est pas du tout l'état d'esprit d'Eren à ce moment-là. En fait, Eren est en train de rendre service à Reiner. Il lui permet d'expier ses péchés. Et là, on va revenir à nouveau à l'épisode 3, puisque ce thème avait déjà été abordé. 俺の村はウォールマリア南東の山奥にあった。あれは明け方だった。やけに家畜が騒がしくて、耳慣れない地響きが次第に大きくなって、それが足音だと気づいて急いで窓を開けたら、その後は覚えてないが、馬に乗って逃げたんだ。ちょうどお前らぐらいの子供を3人残してな。なんで首をくくる前に僕たちにあんな話したんだろうって。誰かに許してほしかったんでしょう。僕はなぜかこう思うんだ。あのおじさんはきっと誰かに裁いてほしかったんじゃないかな。Ce vieillard s'était donc confié sur sa lâcheté auprès de Reiner et ses camarades juste avant de se suicider. Et maintenant, c'est au tour de Reiner de se confier. Eren est là pour ça en fait. Et d'ailleurs, Eren avait fait la même chose dans l'épisode précédent avec son propre grand-père. 後悔ですか。家族に悔いがあるようですね。後悔しない日などないよ。あの日息子は妹を連れて壁を出た。私が普段から厳しくしすぎたんだ。医者をつけと。私だ。全ては私。Eren joue le rôle de conscience auprès de personnes qui en manquent. Si ce qu'il leur dit peut sembler dur, c'est justement en se regardant lui-même en face qu'il a pu grandir. Se regarder en face, mais avec bienveillance, comme ses anciens camarades, qui le voyaient pour ce qu'il est, tout en l'aimant. Maintenant, c'est auprès des autres qu'il joue ce rôle. Reiner saisit cette opportunité pour se libérer de son fardeau. Eren est à la fois intransigeant et bienveillant avec lui. Il lui tend la main et lui pardonne. あの時言ってたよな。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するって。そのために来たんだろう。ああ、言ったっけ、そんなこと。忘れてくれ。確かに俺は海の向こう側にあるもの全てが敵に見えた。そして今。On peut difficilement faire plus clair. Eren n'est pas du tout là pour se venger. Au point où il est même surpris quand Reiner lui rappelle les menaces qu'il a proférées à son encontre et qu'il dit les avoir oubliées. C'est dire à quel point il n'a plus rien à voir avec la personne qu'il était avant. On le voit même faire preuve d'empathie, ce qui permet à Reiner de se confesser. だがお前たちは壁の中にいる奴らは悪魔だと教えられた。まだ何も知らない子供がそう叩き込まれた。一体何ができたよ、子供だったお前に。なあライナー、お前ずっと苦しかっただろ。違うんだエレン。俺はあの日マルセルが食われて兄とベルトルトは作戦を中止して引き返そうとしたのに、俺は二人を無理やり説得して作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。 Ce passage est génial parce que alors que Eren suggère à Reiner qu'il a souffert à cause d'une propagande et que on lui a mis dans le crâne des idées qui n'étaient pas les siennes, Reiner, lui, prend la responsabilité de ce qu'il a fait et explique pourquoi il a agi, ses raisons personnelles. Et alors, s'il est indéniable qu'il a vraiment subi l'influence d'une propagande, il y trouvait son intérêt parce que ça lui permettait
de prendre le rôle d'un sauveur. Ça lui permettait d'avoir toute une histoire qui va justifier son attaque. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à l'extérieur, on a une foule qui est subjuguée par le discours de Willie Tybur, qui vient de leur présenter leur histoire sous la forme d'une pièce de théâtre, qui parle de leurs ancêtres et qui va justifier une guerre dans laquelle ils vont rentrer. Toutes ces personnes-là se projettent dans cette histoire et y adhèrent. Et on peut se demander si chacune de ces personnes n'est pas un Eren ou un Reiner. Chacun adhère à la grande histoire parce qu'elle est compatible avec sa petite histoire. Chacun a ses raisons personnelles de croire au mythe. Chacun donc trouve un intérêt à l'illusion, même si c'est inconscient. Et pour se rendre compte de la supercherie, il faudrait sans doute vivre des épreuves similaires à celles qu'ont vécues Eren et Reiner. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de se prendre pour un héros, mais en fait, finalement, le sentiment d'épique, c'est ça, c'est se projeter dans un personnage de héros. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est que quand j'ai regardé cet épisode, en fait, j'étais un petit peu comme les spectateurs, c'est-à-dire que j'avais ce sentiment épique de grande bataille quand la pièce de théâtre, elle me faisait cet effet-là, et même la musique qui allait avec, la mise en scène et tout. Et en fait, ça ressemble vraiment à ce que je ressens quand je regarde un générique de l'Attaque des Titans, justement, ou quand je regarde les héros se battre, voltiger dans tous les sens, couper les nuques des titans. Ce sentiment-là, c'est le sentiment que ressentent les personnages qui se prennent pour des héros et que ressentent les spectateurs qui s'apprêtent à valider une entrée en guerre. Et ça, je trouve que c'est du génie de nous montrer que c'est ce sentiment-là qui, bon, tant qu'il reste dans la fiction, n'est pas dangereux, tant qu'on sait qu'on se raconte des histoires, mais ça pousse des gens à se battre et à s'entretuer. Et moi-même, si je regarde bien, je m'aperçois que j'aime ce sentiment d'épique, ce sentiment de toute puissance, parce que j'ai une estime de moi défaillante et que je fais en fait exactement la même chose que les personnages dans l'histoire. Et donc finalement, Isayama réussit à embrigader son public. Il suffit en fait de voir les fans quand ils adorent, tout le monde adore se mettre le petit symbole des bataillons d'exploration, se déguiser en portant l'uniforme, les fans les plus extrêmes se déguisent, mais moi aussi j'aimerais bien des fois faire le salut, moi j'aime bien faire le salut militaire, Sasageyo, offrez vos cœurs en mettant la main sur le cœur, et puis le truc c'est que ça devient un symbole fasciste dans la suite de l'histoire. Donc voilà, on comprend de l'intérieur ce que vivent ces personnages et pourquoi ça part en couille dans la suite de l'histoire. Bon, désolé, je spoil un peu au-delà de l'épisode qu'on regarde, mais on comprend le fascisme en fait, on comprend le fascisme de l'intérieur. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment génial de nous montrer ça, d'avoir réussi à nous piéger au tout début, à nous emporter dans ce sentiment épique de bataille contre les titans, de finalement montrer quelque chose qui n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait au début. Cet épisode, c'est un des épisodes, ils sont tous géniaux, mais cet épisode en particulier vraiment illustre tout ça. Et encore, j'ai pas parlé de la tension qu'il amène petit à petit. Je pense que j'étais pas le seul à transpirer en le visionnant. Et j'ai même pas fini, puisque j'ai encore des choses à dire dessus, en particulier une symbolique. Puisque là, on a deux choses qui se déroulent en parallèle, et à mon avis, c'est volontaire qu'on nous montre ces deux choses en même temps. On peut les comparer, on peut les opposer, puisque d'un côté, on a donc à l'extérieur, on a le monde visible en fait, on a la société qui n'est en fait qu'un spectacle, c'est littéralement une pièce de théâtre. Et là, on a des diplomates du monde entier qui sont là, qui boivent les paroles de Willie Tybur, et tout le monde se met d'accord pour croire à une histoire dans laquelle il y a des gens qui sont des démons et qu'il faut détruire. Donc ça, c'est l'extérieur. Et à l'intérieur, au sens propre comme au sens figuré, puisque c'est à l'intérieur d'un bâtiment, dans un sous-sol, mais dans un sous-sol depuis lequel on entend la scène, c'est-à-dire que Eren et Reiner savent très bien ce qui se passe à l'extérieur, mais l'extérieur, bien sûr, n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, de ce dont ils sont en train de discuter, et de ce qu'il y a dans les coulisses, en fait, ce qui est caché, c'est-à-dire les motivations inconscientes des individus, dont la plupart des gens n'ont aucune idée.
la foule là est complètement perdue dans son histoire complètement folle, mais ils se rendent pas compte de pourquoi ils croient à cette histoire. Pourtant, la réalité, elle est bien là. Elle est du côté d'Eren et Reiner. Il n'y a que 2 personnes, 3 si on compte Falco, qui comprennent ce qui se passe vraiment. Et ils s'en rendent compte parce qu'ils osent tous les 2 se mettre à nu, exposer leurs mensonges, leurs secrets, ce qui est habituellement tout ce qui est des non-dits en fait, tout ce que les gens dans la foule ne sauront jamais. Et pour cause, ça demande énormément de courage de faire l'aveu que fait Reiner, qui raconte quand même qu'il a massacré des milliers de gens parce qu'il voulait avoir l'air d'un héros, être bien vu, être admiré. Donc il est très courageux, mais en plus il est aidé par Eren qui lui offre une écoute de qualité, puisqu'Eren ne juge pas du tout Reiner, il le comprend tout à fait, grâce au parcours qu'il a fait lui-même et que j'ai décrit d'ailleurs dans la vidéo précédente. Eren et Reiner, ils auraient pu aussi se détester, mais là, on voit qu'ils s'aiment, en quelque sorte, ils se comprennent. Ils auraient pu, je sais pas, s'insulter, commencer à se battre tout de suite, se détester vraiment, se haïr. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Ils avaient tous les 2 la volonté de se rencontrer et de se voir tels qu'ils sont réellement. Finalement, Reiner, il recherche une forme de jugement. Il veut être honnête avec lui-même, tout comme Eren, et c'est comme ça qu'ils peuvent dialoguer. Eren conclut la discussion en disant que oui, effectivement, ils sont pareils, et c'est bien le cas, puisqu'on rappelle qu'Eren, de son côté, était finalement dans une posture très similaire. Il pensait avoir un grand rôle à accomplir, il a amené des gens à la mort, comme Reiner, pour son ego en fait. Et alors certes, il ne savait pas qui étaient les titans, on lui avait menti, il ne connaissait pas toute la vérité, mais il s'en accommodait bien. Finalement, cette histoire lui plaisait puisqu'elle lui permettait de gonfler son estime de lui, de gonfler son ego, en se prenant pour un héros lui aussi. Mais même s'il n'est pas motivé par la haine, il a quand même pour objectif d'attaquer ses ennemis. Il se transforme donc, et là aussi c'est intéressant. On voit un regard complètement différent de toutes les transformations que l'on avait vues auparavant. Eren avait le plus souvent le visage déformé par la colère et la haine. Là, il est parfaitement calme. On ne voit en fait aucune émotion sur son visage. Il a sans doute déjà accepté ce qu'il est en train de faire. Le regard que fait Eren au moment où il se transforme, un peu étrange, me fait penser à quelque chose de divin et appuierait la thèse que Eren, libéré de son ego, aurait laissé la place à autre chose qui agirait à travers lui. En tout cas, ce n'est clairement pas la haine qui l'anime, ce n'est pas non plus la peur, on ne voit aucune peur dans son regard. Alors, pourquoi fait-il cela ? Dans quelle direction va-t-il ? Ça, on ne le sait pas. Et c'est un peu comme d'habitude en fait avec l'attaque des titans où les intentions de certains personnages sont cachées. Il y a plusieurs retournements de situation et on finira peut-être par découvrir l'objectif d'Eren. En attendant, on est dans la même incertitude que ses amis, on est dans la même incertitude que les personnages dans toutes les situations de l'attaque des titans où il y a de l'incertitude et j'aime beaucoup le fait qu'on ne sache pas tout. Et qu'on soit perdu en fait. Je crois que c'est un petit peu le but de l'attaque des titans, de faire en sorte que le spectateur se sente perdu. Aussi perdu que les personnages dans un univers qui les dépasse complètement, qui est incompréhensible. J'adore ça. Alors du coup on essaye sans arrêt de se demander est-ce que tel personnage a de bonnes ou de mauvaises intentions. Finalement on n'y arrive jamais et je crois que c'est un petit peu le but de montrer que les motivations des personnages sont complexes et qu'il n'y a pas de binarité, de méchants contre des gentils. Enfin en tout cas c'est ce que la série a amplement essayé de montrer jusqu'ici, même si je vois toujours des gens sur internet qui continuent à essayer de chercher des méchants quelque part. Les motivations des personnages sont progressivement dévoilées, on les comprend petit à petit, on comprend pourquoi ils ont agi ainsi, on comprend pourquoi Reiner a fait ce qu'il a fait, on comprend pourquoi l'instructeur avait l'air d'un salaud, et on comprendra sans doute pourquoi Eren se la joue solo et attaque aussi violemment ses ennemis. Pour finir, je voudrais revenir sur un moment du discours de Willy Tybur,
où on voit Eren réagir. 私はこの地を恨みました。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。もう嫌だと自分が俺を殺してくれ。ですが私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。 Vous voyez ça? Eh bien, j'en parlerai la prochaine fois. Quand même quelques mots sur Willy Tybur que j'ai laissé de côté pendant tout ce temps. Lui, de son côté, met justement en scène une expiation. Mais elle n'est pas du tout sincère. Il s'excuse parce que ses ancêtres ont caché la vraie histoire. Et il maudit également son sang eldien. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses dont il est responsable. On voit qu'en fait, là, il essaye juste d'obtenir l'assentiment du public. C'est un gage de soumission qui lui permet, en retour, de manipuler autrui. Rien à voir donc avec la démarche sincère de Reiner. La vidéo suivante sortira après la fin de l'animé. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez aider à ce qu'elle soit mise en avant en la likant et en la commentant. Merci à ceux qui m'ont fait des retours la dernière fois, j'ai été content de voir que ça vous plaisait et ça m'a motivé à continuer. Et merci à vous qui venez de regarder cette vidéo. A bientôt.